En fait, Kléber se plaignait du traitement que la diaspora camerounaise reçoit, en particulier en Grande-Bretagne, et qui est vraiment un traitement, disons, euh, inadmissible pour un citoyen dont le patriotisme a justifié qu'il conserve sa nationalité camerounaise depuis au moins 30 ans. Donc, Kléber est resté en possession de sa nationalité qu'il n'a jamais quittée, mais il subit toutes les tracasseries pour se faire inscrire sur les listes électorales simplement parce que Monsieur Eric Essousset, directeur général de Elecam, a sorti un communiqué qui subordonne l'inscription sur les listes électorales à la production des pièces qu'aucun texte ne prévoit. Alors, l'intervention de Kléber nous permet d'assurer la transition entre la thématique qui était initialement abordée, c'est-à-dire celle sur la double nationalité, avec le droit de vote de la diaspora. Et justement, au centre de cette thématique concernant le droit de vote de la diaspora, il y a effectivement ce communiqué de monsieur le directeur général Elegant. Alors, il vous souvient que le 29 avril 2024, au moment où l'opposition réclamait l'ouverture des inscriptions dans la diaspora, le directeur général de l'ECAM avait publié un communiqué subordonnant l'inscription de la diaspora à la production de trois pièces. Un passeport, une carte consulaire et un titre de séjour en bonne et due forme. Et sur cette même page, sur notre page de droit 237, nous avons dit que le communiqué du directeur général de l'ECAM était illégal. Illégal parce que il ne s'appuie sur aucun texte. Et nous l'avons dit parce que l'article 2, alinéa 3 de la Constitution et l'article 45 du Code électoral subordonnent l'inscription sur la liste électorale à deux seules conditions. Être camerounais et être âgé d'au moins 20 ans. La pièce d'identité permet de justifier ces deux conditions. Alors, la pièce d'identité au Cameroun, c'est la CNI. Mais à l'étranger, c'est idéalement le passeport. Mais puisqu'un Camerounais de l'étranger peut également avoir sa CNI, on devrait pouvoir inscrire les Camerounais sur la seule base de la présentation de la CNI. Donc, le communiqué du directeur général délégué du 29 avril 2024 continue d'ailleurs de déterminer les pratiques observées dans nos missions diplomatiques et consulaires est un communiqué illégal. Et en matière administrative, on ne respecte pas un ordre qui est manifestement illégal. On ne respecte pas. Et c'est pourquoi j'ai exhorté les ambassades à ne donner aucun écho à ce communiqué qui est illégal. Parce que le droit de vote est un droit fondamental, clairement consacré par l'article 2, alinéa 3 de notre Constitution. On dit participe au vote tout Camerounais âgé d'au moins 20 ans. C'est un droit fondamental, dont le caractère fondamental d'ailleurs permet de trouver le fondement à l'article 25 du Pacte international sur les droits civils et politiques, confirmé par l'article 13 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Toutes ces conventions internationales étant régulièrement ratifiées par le Cameroun. Et s'agissant d'un droit fondamental, nous l'avons déjà dit. Et c'est un principe que j'oppose à tous mes collègues qui essaient de dire que le MRC ne prendra pas part à l'élection présidentielle de 2025 pour leur dire que le droit de vote qui permet à tout citoyen d'élire le candidat de son choix et le droit de participer à la gestion de la chose publique qui donne le droit à chaque Camerounais de se porter candidat sont des droits fondamentaux. Et l'article 26 de notre Constitution ne permet qu'à la loi du Parlement promulguée par le chef de l'État de restreindre un droit fondamental. Parce que par essence, un droit fondamental est une prérogative dont bénéficie tout être humain, du seul fait qu'il s'agit d'une personne. Et donc, les droits fondamentaux ont vocation à s'exercer sans aucune restriction. C'est des droits qui sont libres et naturels. Et il n'y a donc que la loi, au sens de l'article 26 de la Constitution, pour restreindre le droit de vote et le droit de participation à la gestion de la chose publique. Ce principe, je l'oppose à tous mes contradicteurs et c'est valable donc tous ceux qui débattent de la candidature Maurice Kamto. Nous y reviendrons. Donc, je félicite le compatriote Kléber pour son attachement à sa patrie. Parce que vivre en Grande-Bretagne pendant 30 ans sans demander la nationalité britannique,
c'est un acte de patriotisme, mais curieusement, la protection diplomatique dont les citoyens doivent bénéficier de la part de nos missions diplomatiques consulaires n'est pas toujours garantie. Et nous avons déjà eu l'occasion, à travers des vidéogrammes qui se trouvent sur cette page, de le dénoncer et de dire que le directeur général délégué cause plus de problèmes qu'il n'en résout. Parce que son communiqué frustre les Camerounais d'un droit dont ils sont bénéficiaires de par la norme fondamentale de notre pays, qui est bien la Constitution. La Constitution, c'est la norme des normes. Le chef de l'État même est soumis à la Constitution. Donc le directeur général délégué ne peut pas être au-dessus de la Constitution à partir du moment où le chef de l'État lui-même est soumis à la Constitution. Donc c'est regrettable et on ne comprend pas que nous ayons le coût du passeport, l'un des coûts du passeport les plus élevés de la Terre, que nous ayons l'un des coûts de visa les plus élevés de la Terre, et que de l'autre côté, on nous frustre la double nationalité. Vraiment, ce sont des paradoxes qui caractérisent notre pays, mais qui ne nous rendent pas fiers. Il faut vraiment être un patriote pour ne pas saisir une perche comme celle d'avoir une autre nationalité devant les frustrations multiples comme ça que nos missions diplomatiques et consulaires qui sont censées nous protéger et nous accorder des facilités, n'est-ce pas, multiplient pour la jouissance des droits que la Constitution de notre pays nous donne. Donc, vraiment, Cléber, je crois que votre, votre coup de colère a bien été relayé et je pense que ceux qui ont la charge de nous gouverner, qui ont la responsabilité de garantir notre bonheur, quand nous réclamons des choses au chef de l'État, ce n'est pas la mendicité, c'est son devoir. Le chef de l'État doit assurer le bonheur de tous les Camerounais. Donc, s'il est là, sa mission, c'est de nous rendre heureux. Et sinon, les Camerounais ne sont pas heureux, ça veut dire que le chef de l'État a failli. Et quand nous parlons des compatriotes, nous parlons des Camerounais, il s'agit bien aussi bien de ceux qui sont à l'intérieur que de ceux qui sont à l'étranger. Et donc, la diaspora camerounaise mérite une meilleure considération et des facilités devraient être aménagées pour leur permettre de pouvoir jouir des droits que leur pays leur donne, quel que soit le lieu où ils se trouvent. Et par rapport à ça, nos vidéogrammes, nous en avons consacré au moins 3 sur cette page aussi pour dénoncer ces pratiques. Parce que parfois, nous n'avons qu'une quarantaine d'ambassades à travers la planète. Or, la planète a plus de 190 pays. Et donc, vous comprenez qu'il y a des ambassades qui couvrent carrément des continents. Et le Camerounais n'ayant pas de limite, il faut parfois prendre un vol international pour aller dans le pays où se trouve l'ambassade pour pouvoir s'inscrire. Et avant de prendre le vol, il faut payer un visa. Vous arrivez parfois à l'ambassade, on vous dit que celui qui s'occupe de l'inscription n'est pas là. Et vous devez donc rentrer dans le pays de départ et programmer un. Non, vraiment, c'est inadmissible. Et je comprends bien la colère du compatriote Kléber, qui est une situation vécue par plusieurs autres compatriotes et que nous avons eu à dénoncer ici. Donc, nous appelons encore les ambassades à se montrer légalistes. Et je dis, la loi spéciale qui organisait le droit de vote de la diaspora en 2011 a été abrogée par le code électoral. Il suffit de lire l'article premier du code électoral et l'article 200, je crois, 297 pour comprendre que l'alinéa premier dit bien que le code électoral de 2012 a vocation à régir aussi bien le droit de vote de la diaspora. Et l'article 297, citant les dispositions abrogées, cite expressément la loi qui régissait le vote des Camerounais à la diaspora avant. Et aujourd'hui, tout le régime du vote, du droit de vote de la diaspora est concentré entre les articles 271 et 274 du code électoral. Et nulle part dans cette disposition-là, on ne voit une exigence de la présentation d'un titre de séjour ou bien d'une carte consulaire. Donc, le communiqué du directeur général des camps est abusif et on devrait le dénoncer. En tout cas, en attendant, bon, étant donné que les actes des ambassades sont bénéficient d'une immunité de juridiction dans le pays où ils se trouvent, la seule interpellation que nous pouvons faire, c'est de demander aux ambassadeurs et aux consuls du Cameroun à l'étranger de ne pas appliquer ce communiqué et de revenir à la loi. Et la loi en question, c'est quoi? C'est l'article 2 de la Constitution ou l'article 45 du Code électoral. Et donc, la production d'un seul passeport devrait suffire pour s'inscrire toutes les compatriotes de la diaspora sur les listes électorales. Alors, pour m'assurer que quelqu'un n'a pas posé une question à laquelle je n'ai pas répondu, je vais un peu refaire le fil des questions. Alors, oui, le prof va rappeler la question avant de répondre. Je crois que je l'ai déjà fait. Alors, cette question du rapport de l'établissement du passeport et sa durée.
est pourtant très pertinent. Surtout lorsqu'on compare ce coût à celui auquel est établi ce document dans les autres pays. Oui, le compatriote Kléber a bien eu le temps a bien pris l'exemple de la Grande-Bretagne, où le passeport a une durée de validité de 10 ans et dont le coût est de moins de 70 000 francs. Mais nous avons un passeport qui est parmi les plus chers de la Terre et la durée n'est que de 5 ans. Donc, quelque part, c'est un problème. Et nous avons actuellement je crois que c'est le visa le plus cher de la Terre. Pour quelle destination? Si ce n'est pas pour frustrer les Camerounais de la diaspora qui ont pris la nationalité étrangère, parce que c'est eux qui sont plus attirés au Cameroun. L'état de délabrement du pays n'attire pas les étrangers. Et donc, ce n'est que la diaspora qui de temps en temps peut être tentée de revenir au pays. Et vous voyez que le coût du visa devient un élément prohibitif et ne facilite donc pas la mobilité. Pourtant, nous savons aujourd'hui les rôles que les diasporas jouent dans le développement, n'est-ce pas, de leur pays d'origine. Alors, donc, alors, au niveau de l'auditeur est à peine audible. C'est vrai, je crois que j'ai essayé de le compenser en rappelant la question. Alors, quelle est la nationalité d'un Camerounais marié à un étranger? Alors, mais vous parlez là tous des masculins, vous dites un Camerounais marié à un étranger. Alors, tout dépend, hein. Déjà, tout dépend du code de la nationalité du pays d'accueil. Parce que sous le prisme du droit camerounais, le Camerounais reste Camerounais jusqu'à ce qu'il accède à une nationalité étrangère pour perdre sa nationalité. Mais si le Camerounais auquel vous faites allusion est une femme, mais il va de soi qu'elle conserve sa nationalité camerounaise. Et accédant alors à la nationalité de son mari, elle a la double nationalité. Mais s'il ne s'agit pas d'une femme, l'article 31 veut que tout citoyen qui acquiert une nationalité étrangère perd d'office sa nationalité camerounaise. Alors, il est très long dans son intervention. Alors, nous sommes navrés pour la qualité du son. Oui, je crois que nous avons tous compris. Alors, c'est mieux d'enregistrer les questions avant. Arrêtez ça, s'il vous plaît. On ne comprend rien. Je vous comprends. Alors, nous allons améliorer pour la prochaine fois. C'est la première expérience, donc je crois que nous allons demander à l'avenir à nos web auditeurs de poser leurs questions avant, de manière que pendant le direct, nous puissions y apporter les réponses. Alors, carrément, elle est quand même carrément devenue le ministère de l'Intérieur des pays étrangers. Alors, est-ce qu'en tant que citoyenne, je peux porter plainte contre ce communiqué d'illégal? Si oui, devant quelle juridiction? Bon, oui, le communiqué du directeur général de l'ECAM est un acte administratif qui fait grief. Alors, en tant qu'acte administratif faisant grief, il est susceptible d'un recours pour excès ou abus de pouvoir. Oui, le directeur général de l'ECAM a abusé. Ou bien, en fait, il a excédé son pouvoir parce qu'en fait, il intervient dans un domaine qui n'est pas le sien. Il ne peut pas se suppléer à la loi. Il n'y a que la loi pour, n'est-ce pas, aménager l'exercice du droit de vote. Alors, donc, étant donné qu'il s'agit d'un acte administratif faisant grief, il est justiciable devant le juge administratif. Ça, c'est le principe. Alors, beaucoup de compatriotes de la diaspora qui m'ont posé la question ont reçu la même réponse. Mais je leur ai dit, si l'opportunité de cette saisine est de le faire annuler dans l'optique des inscriptions sur les listes électorales pour la présidentielle de 2025, je peux leur dire que ce n'est pas la voie la plus efficace. Parce que la durée des procédures devant le juge administratif sont telles que, en moyenne, il faut attendre 3 à 6 ans pour obtenir une décision du juge administratif camerounais. Ce qui est un problème. Et c'est une situation que j'ai dénoncée dans le cadre de ma thèse de doctorat d'État qui porte sur le sujet le délai raisonnable en droit processuel camerounais. Le délai raisonnable. Vous comprenez? C'est-à-dire que le temps que l'on met pour rendre justice au Cameroun, c'est un délai qui est extrêmement long et il est particulièrement long devant le juge administratif. Donc, si le communiqué du directeur général de l'EGA est justiciable devant le juge administratif de Yaoundé, parce que c'est une autorité qui est basée à Yaoundé, je ne vais pas entrer dans les méandres du contentieux administratif, mais retenez que c'est bien le juge administratif de Yaoundé qui est compétent. Il faut maintenant tenir compte de la dimension temps de la procédure. Et donc, en attendant, étant donné que c'est une initiative qui frustre des droits de nature fondamentale, je crois qu'on peut miser plus sur les actions politiques, notamment, c'est-à-dire que on va communiquer comme ce que nous faisons, on va essayer de mettre mal à l'aise le directeur général de l'EGAM pour cette initiative malheureuse qui frustre les droits des Camerounais alors que lui, il est bénéficiaire de tous les droits que la Constitution lui donne. Donc, il n'a pas le droit de frustrer les Camerounais. Et vraiment, au-delà de la dimension juridique, j'ai souvent interpellé, n'est-ce pas, la foi religieuse de M. Soussé ou bien de M. Clément Atangana. Il me souvient que ce sont des chrétiens parce qu'on nous a souvent dit qu'ils vont à l'église. Est-ce que Dieu les a élevés?
pour qu'ils deviennent les bourreaux des droits de leurs compatriotes? C'est une question que je leur pose. Et s'il y a des personnes qui nous écoutent ici, qui sont en contact avec ces personnes, renvoyez-leur la question. Dites-leur que un compatriote leur demande si l'élévation dont ils ont bénéficié de la part de Dieu était pour frustrer leurs compatriotes en les privant des droits que notre Constitution leur donne. Dieu les a élevés dans une position où ils devraient, n'est-ce pas, aider les Camerounais à jouir de la plénitude des droits que les textes leur donnent. Alors, est-ce que cette élévation était destinée, en tant que chrétien, en tant que personne qui craignent Dieu, est-ce que c'était la mission qui leur était assignée? En tout cas, ils en répondront. Mais j'ai souvent posé cette question-là. Et qu'ils pensent aussi au passif qu'ils vont laisser à leur descendance. Parce que c'est des charges que les enfants vont porter sur leur conscience. Parce que l'image qu'ils vont laisser à la postérité, ce sera quoi? Est-ce que demain, est-ce que quand ils accomplissent, est-ce que quand ils posent les actes, est-ce qu'ils se demandent demain, est-ce que mon fils sera fier de dire qu'il est le fils de monsieur Éric Essoussé? Est-ce que le fils de monsieur Clément Atangana sera fier demain de dire qu'il est le fils de monsieur Clément Atangana? Alors donc, voilà autant de questions, n'est-ce pas, que les uns et les autres, que notamment monsieur Éric Essoussé et monsieur Clément Atangana devraient se poser. Et je crois que cette question devrait les amener à prendre plus au sérieux leurs responsabilités et ne pas devenir des bourreaux pour leurs compatriotes. Vraiment, c'est de ça qu'il est question. L'élévation, c'est pour servir, n'est-ce pas? C'est pour servir l'humanité. C'est pour servir ses semblables. Parce qu'un ministre est un serviteur. Ils sont des ministres. Ils sont des ministres. Ils ont été élevés pour ça. Et donc, si vraiment ils doivent utiliser leur prérogative pour nuire à leurs compatriotes, je crois qu'ils devront se préparer à rendre compte à Dieu. Et en tout cas, il faut qu'ils s'intéressent à l'héritage qu'ils laisseront à leurs enfants pour la mission qu'ils auront accomplie au sein de notre État. Donc, véritablement, monsieur, cher compatriote Kléber, c'est une question essentielle. Euh, qui est créé par le directeur général de l'ECAM, mais aussi, je pense que les ambassadeurs, les responsables diplomatiques et consulaires du Cameroun à l'étranger ont la possibilité de refuser d'appliquer ce communiqué. Lorsqu'un communiqué, lorsqu'un acte est manifestement illégal, on ne l'applique pas. Ce n'est pas une faute. Et donc, je crois que j'ai eu des retours selon lesquels, en Afrique du Sud, il y aurait eu des assouplissements dans la mise en œuvre de ce communiqué. C'est heureux, c'est à féliciter. Parce que l'inscription, l'exercice du droit de vote n'est pas tributaire du lieu où le citoyen se trouve. Donc, merci beaucoup pour cette contribution qui nous a donc permis d'introduire la deuxième thématique sur le droit de vote de la diaspora. Le témoignage du compatriote Kléber résumait véritablement la problématique qu'il y avait autour de la thématique de l'exercice du droit de vote des Camerounais. Alors, est-ce qu'il y a d'autres alors, il n'y a pas, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. Alors, c'est même parce que cette disposition permet à la sardine à vie de se maintenir. Sinon, on ne peut pas me dire qu'on est déjà grand à 18 ans pour aller en prison, ainsi de suite. Bon, alors un citoyen peut-il porter plainte contre ce code de la nationalité qui discrimine les hommes par rapport aux femmes? Je vous ai déjà répondu en disant, en l'état actuel, le code de la nationalité est une loi. Et le contrôle de constitutionnalité par voie d'action est fermé au Cameroun. Il n'y a que le chef de l'État, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, un tiers des députés, un tiers des sénateurs et les présidents des conseils régionaux, lorsque la loi en cause met en péril les intérêts de leur région, qui peuvent saisir le conseil constitutionnel au lendemain, n'est-ce pas, d'une loi promulguée par le chef de l'État. Mais sinon, en l'état actuel, vous et moi, chers compatriotes, nous n'y pouvons rien. Alors, il faut être victime de cette disposition pour pouvoir provoquer ce qu'on appelle un contrôle de constitutionnalité par voie d'exception. Donc, vous pouvez, mais il faudrait que la loi vous ait été appliquée de manière discriminatoire pour que vous ayez maintenant l'occasion de saisir le Conseil constitutionnel. Bon, dans tous les cas, le contentieux de la nationalité ne se passe pas devant le Conseil constitutionnel, hein. Le contentieux de la nationalité relève du tribunal de grande instance. Donc, si, ayant subi un préjudice du fait du code de la nationalité, vous avez saisi le tribunal de grande instance. Devant le tribunal de grande instance, vous pouvez invoquer, n'est-ce pas, l'inconstitutionnalité de la loi en question. Mais l'inconstitutionnalité de la loi soulevée devant le tribunal de grande instance va constituer une question préjudicielle. Mais soulevée par voie d'exception, c'est-à-dire que pour vous prévaloir d'être victime
de cette loi, c'est alors qu'elle pourra monter vers le juge constitutionnel. Et c'est la décision du juge constitutionnel par rapport à la constitutionnalité de la loi qui permettra au tribunal de grande instance de vider le fond du litige que vous lui auriez posé. Donc, le mécanisme n'est pas aussi simple que ça, parce que vraiment, notre système euh, de contrôle de la légalité ou bien de la juridicité plus globalement est très restrictif, n'est-ce pas? Et à ce niveau-là, nous avons honte lorsque nous rencontrons nos compatriotes, nos amis béninois ou bien nos amis d'autres pays qui ont ouvert largement le contrôle de la constitutionnalité des lois. Alors, donc, nous allons sur ce euh, passer à l'autre thématique